Alors, historiquement, donc, pourquoi la crise du logiciel a été ressentie et que c'est pourquoi? Parce qu'il y avait un développement sauvage du, euh, du logiciel. Donc, il n'y avait pas de méthode à suivre dans le développement logiciel. Donc, on avait un problème donné, le processus du problème, donc on passe directement au codage, au codage du logiciel. D'accord? Donc, il n'y avait même pas une étude des besoins, ni conception, ni rien du tout. Donc, on allait directement du problème vers le codage. Et là, c'est la raison pour laquelle, donc, il y avait la crise du logiciel. Donc, on avait des logiciels qui n'étaient pas des logiciels de qualité. Donc, on ne respectait pas les délais, les budgets, etc. D'accord? Donc, la première tentative qui a été proposée pour mettre de la rigueur dans le développement sauvage, c'était donc le modèle. Donc, on distinguait deux étapes principales qui étaient l'analyse avant la phase d'implémentation. Donc, il y avait juste deux étapes à suivre pour développer un logiciel. Donc, on faisait de l'analyse des besoins, donc on analysait le problème, et puis on fait l'implémentation directement. Toutefois, la mise en œuvre des systèmes d'information sur la base de ces deux étapes est souvent sanctionnée par un échec, d'accord, qui était la crise logicielle. D'ailleurs, en 1987, les chercheurs ont affirmé que la principale difficulté est la conception et non la construction. Donc, la difficulté dans le développement logiciel est bien la conception du logiciel et non pas sa réalisation. Pourquoi? Parce que la réalisation du logiciel, ce n'est que une traduction de la conception dans un modèle de programmation donné. D'accord? Donc, l'étape essentielle dans la construction logicielle est bien la conception. D'accord? Alors que dans ce premier modèle qui a été proposé, donc, il n'y a pas de conception, donc on analyse directement, on analyse le problème, puis on passe directement vers l'implémentation. D'accord? Donc, les erreurs de construction ne sont pas comparables à celles de la conception, pardon. Donc, très vite, en 1900, à la fin des années 60, d'accord, en 1966, donc on s'est aperçu qu'un plus grand nombre d'étapes étaient nécessaires pour organiser le développement des applications complexes. Il faut en particulier distinguer l'analyse du quoi faire. Donc, il faut répondre à la question quoi faire, qu'est-ce qu'il faut faire. Donc, quels sont les besoins, quelles sont les fonctionnalités requises dont le logiciel a développé. Et cette analyse-là, donc doit être validée par rapport aux objectifs poursuivis. Et il y a aussi donc une autre étape qu'il faut distinguer, qui est la conception, qui sert à définir le comment faire, donc à répondre à la question comment faire, donc proposer une solution au problème qui a été posé par l'étape d'analyse. Donc, cette étape-là doit vérifier la cohérence, la complétude, etc. Le modèle en cascade, justement, décrit cette succession d'étapes. D'accord? Le modèle en cascade a été mis au point dès 1966, puis formalisé aux alentours de 1970 par Ross. Donc, le modèle en cascade le projet logiciel lui-même est découpé en plusieurs étapes successives dans le temps. Et chaque phase correspond à une activité principale, bien précise. D'accord? Donc, on a les étapes analyse, spécification des besoins, on a la conception, le codage, l'intégration et la mise en exploitation et maintenance. D'accord? Donc, le modèle en cascade
définit donc le développement logiciel comme une succession d'étapes, d'accord, et ces étapes sont l'analyse, spécification des besoins, la conception, puis le codage, puis l'intégration et à la fin la mise en exploitation du logiciel et sa maintenance. Donc le principe de ce modèle-là, le modèle en cascade, donc le modèle en cascade est basé sur les trois principes suivants. Donc premièrement, chaque phase se termine à une date précise par la production de certains documents ou bien logiciels. Ça dépendra de l'étape dans laquelle on est. Donc, le principe est que pour chaque étape, on doit définir une date, d'accord, pour terminer cette étape-là, d'accord. Et lorsque une étape se termine, donc il faut que, au bout d'une étape donnée, donc il faut produire soit des documents ou bien des logiciels. Par exemple, si je suis dans l'étape d'analyse spécification des besoins, je dois produire un document d'analyse, d'accord. Si je suis dans l'étape de conception, je dois produire un document de conception. Si je suis dans l'étape de l'implémentation ou bien d'intégration, de l'intégration, de test d'intégration, donc je produirai quoi? Je produirai un logiciel. D'accord? Donc les résultats sont définis sur la base des interactions entre les étapes. Ils sont soumis à une revue approfondie et on ne passe à l'étape suivante que s'ils sont jugés satisfaisants. C'est-à-dire que chaque étape sera évaluée, d'accord? Et ce n'est que lorsque les résultats sont satisfaisants qu'on peut aller à l'étape suivante. D'accord? On ne peut commencer une étape que si l'étape précédente est totalement terminée et validée. D'accord? Troisième principe est que l'activité d'une étape se réalise avec les résultats fournis par l'étape précédente. D'accord? Ainsi, chaque étape sert de contrôle du travail effectué lors de l'étape précédente. Par exemple, la conception donc, a besoin du document d'analyse. D'accord? Donc, l'équipe de conception a besoin du document d'analyse, d'accord, du dossier d'analyse pour faire la conception. Sinon, on ne peut pas faire la conception parce que ce qui est demandé est dans le dossier d'analyse, d'accord? Ce qui est demandé, ce qui est requis, les fonctionnalités qu'on veut avoir dans le logiciel sont dans le document d'analyse et donc à l'équipe donc qui prend en charge la conception, il faut leur donner un document d'analyse. D'accord? Donc, une étape donnée, une activité donnée doit utiliser les documents fournis et les résultats fournis par l'étape précédente. D'accord? Donc ça, c'est les... il y a encore d'autres principes, et que tous les besoins sont recueillis, analysés, spécifiés lors de la première phase. D'accord? Donc, la première phase qui est l'analyse spécification des besoins, on doit, dans cette étape-là, recueillir et analyser tous les besoins que l'utilisateur impose. D'accord? Puis, la conception du système qui va répondre à ces besoins-là. D'accord? Puis, le codage. Donc, il y a cette succession d'étapes qu'il faut respecter. La conception du système, bien que textuelle ou représentée sous forme de diagramme, doit être validée avant le démarrage des développements. Donc, chaque étape, on doit la valider d'abord. Donc, on peut pas passer à l'étape suivante. Donc, on ne peut pas donner de documents à l'étape suivante sans les avoir validés. Donc, il faut d'abord, par exemple, valider le document d'analyse, d'accord, en consultant, par exemple, le client, d'accord, pour qu'on puisse ensuite
transmettre ce document-là à l'équipe responsable de la conception. Même chose. Donc, il faut aussi, pour donner un document de conception à l'équipe responsable de l'implémentation du logiciel, donc on doit aussi valider ce document de conception. D'accord? Il y a des méthodes qui permettent de valider ce document de conception avant de passer à l'étape suivante. Donc, les développements doivent aussi, un autre principe est que les développements doivent être achevés pour permettre à l'équipe de testeurs de lancer ces campagnes de tests fonctionnels et techniques. Donc, on doit donc terminer tout le codage du logiciel pour que ensuite les testeurs puissent tester le logiciel. Enfin, une fois et seulement une fois que les anomalies ont été corrigées, on peut procéder à l'intégration globale finale et à la mise en production du système. Donc il faut corriger toutes les anomalies, toutes les erreurs trouvées lors de la phase des tests pour qu'ensuite faire une intégration générale, globale du logiciel et le mettre en production. D'accord? Donc, le modèle original ne comprenait pas de possibilité de retour en arrière. Donc, on ne pouvait pas faire un retour en arrière. Donc, si par exemple, donc je passe de l'analyse spécification des besoins vers la conception, donc ensuite je passe vers le codage, ensuite je passe vers l'intégration, d'accord? Donc, il n'était pas possible dans le modèle original de, par exemple, revenir en arrière. Si par exemple, lors de la conception, je détecte qu'il y a des erreurs au niveau du dossier d'analyse, je ne pouvais pas, d'accord, avec le modèle original, je ne pouvais pas revenir à l'étape d'analyse spécification des besoins. C'était impossible. Le modèle original ne le permettait pas. D'accord? Donc, même dans la pratique, on a constaté qu'il était nécessaire de revenir en arrière. Si par exemple on découvre qu'il y a eu une erreur de conception lors du codage, on découvre qu'il y a eu une erreur de conception. Donc logiquement, d'accord, dans la pratique, on peut permettre le fait de retourner vers la conception, alors que dans le modèle original, cela n'était pas possible. Alors par la suite, donc on a rajouté cette possibilité-là sur la base qu'une étape le remet mais avec une contrainte. Donc il y avait une possibilité de revenir en arrière, mais avec une contrainte. C'est que une étape ne remet en cause que l'étape précédente. Donc, si je suis dans le codage et que je découvre des erreurs, donc je reviens juste vers la conception. Je n'ai pas le droit, par exemple, de revenir vers l'analyse spécification des besoins. D'accord? Alors qu'en pratique, c'est pas vraiment suffisant. D'accord? Donc là, c'est le modèle en cascade qui a été proposé. Donc, initialement, le modèle était une succession d'étapes. D'accord? Donc, on ne pouvait pas aller vers l'étape précédente. D'accord? Par la suite, il a été amélioré en permettant le fait de revenir juste à l'étape qui vient juste avant. D'accord? Ce qui est insuffisant aussi. Madame, il y a des étudiants qui attendent à être acceptés. Oui, c'est bon. Merci. Alors, pour le modèle en cascade, donc il y a certains avantages si on décide d'adopter ce modèle-là pour développer un logiciel donné. Donc, il y a un certain nombre d'avantages qu'on peut avoir. Le premier avantage, c'est que le modèle est facile à comprendre, à utiliser aussi. Donc, on peut facilement comprendre le logiciel. C'est une succession d'étapes, d'accord, qu'il faut suivre. D'accord, donc c'est facile à utiliser, facile à utiliser.
Donc, ça va être facile à utiliser, facile à comprendre. L'équipe de développement comprend facilement comment implémenter le modèle. D'accord. En plus, un procédé structuré, c'est un procédé structuré pour une équipe inexpérimentée. Si l'équipe de développement n'a pas l'expérience qu'il faut, donc c'est un procédé, c'est une méthode qui est bien structurée. Donc, il y a une succession d'étapes bien claires. Donc, les étapes sont bien séparées et la succession est bien claire entre les différentes étapes. Donc, c'est un modèle qui est facilement utilisable, même si l'équipe n'est pas expérimentée. L'équipe de développement n'est pas expérimentée, n'a pas l'expérience qu'il faut. D'accord? Parce que le modèle est facile. D'accord? Aussi, le modèle, dans quel cas on peut utiliser le modèle? Il est idéal pour la gestion et le suivi de projet. Par exemple, pour suivre un projet donné, l'adoption de ce modèle-là sera idéal. Il fonctionne très bien aussi lorsque la contrainte de qualité est plus importante que les coûts et les délais. Parce que chaque étape est validée, chaque étape de développement est bien validée, est bien étudiée, validée pour qu'on puisse passer à l'étape suivante. Donc, on garantit quelque part que le logiciel soit de bonne qualité, d'offrir les qualités de bonne qualité, d'offrir un logiciel de bonne qualité, d'accord, même si en détriment du coût et des délais. D'accord, parce que c'est vrai que ça va consommer beaucoup de temps, parce que je ne peux pas entamer une étape, sauf si je termine l'étape précédente, je termine à 100% l'étape précédente. D'accord? Donc, ça peut causer une perte de temps. Pourquoi? Parce que dans la pratique, il y a certaines activités qui peuvent être lancées en parallèle. D'accord? Le modèle en cascade ne permet pas le parallélisme entre les différentes activités. D'accord? Donc, de ce fait, j'aurai une perte de temps. D'accord? Causée par cette contrainte. Mais en revanche, j'ai un gain sur le plan de la qualité du logiciel parce que chaque étape est menée de manière soigneuse, menée soigneusement et chaque étape peut être validée à 100% pour qu'on puisse passer à l'étape suivante. D'accord? Un autre avantage est que chaque phase est finie. Elle est donc gérable, tant au niveau du temps et que des ressources. Donc chaque étape est gérée séparément. D'accord? C'est qu'en terminant l'étape en cours qu'on puisse passer vers l'étape suivante. Donc, on peut, en quelque sorte, gérer de manière plus simple et plus facile le temps et les ressources utilisées par chaque étape. Le code aussi, dans ce modèle-là, est créé assez tardivement. Pourquoi? Parce que c'est qu'en terminant l'analyse spécification des besoins, la conception, qu'on peut passer vers le codage. Donc, il y a une certaine maîtrise, donc en passant par ces deux étapes, donc il y a une certaine maîtrise du projet, donc il y a une certaine compréhension du système, donc on comprend mieux le système, donc on ne code pas, en passant vers l'analyse spécification des besoins, puis la conception, donc on a une idée, une bonne compréhension du système. D'accord, avant de le coder. Cependant, cette approche, ce modèle en cascade présente quand même quelques avantages, quelques désagréments, quelques inconvénients, quelques failles. Donc, on devine très rapidement, même si on n'est pas déjà expérimenté, les failles de cette approche-là. Prenons l'exemple du projet de construction d'un chalet à la montagne. Le client souhaite
un chalet différent de ceux qui peuplent déjà la station. Donc, il veut qu'il soit original, construit avec des matériaux écologiques et respectant les nouvelles normes environnementales. D'accord? Donc, il a confié ce client-là pour réaliser ce chalet. Donc, il a confié la réalisation des plans à un architecte qui a pris en compte ces considérations. Mais le client ne sait pas, n'a pas décidé sur certains choix. D'accord. D'accord. Donc c'est après avoir vu réellement le chalet prendre forme qu'il peut décider de certains trucs pour la construction de ce chalet. Il sait que le coût, donc le client sait que le coût du chalet, ainsi que le délai de réalisation pourront évoluer en fonction de ses choix définitifs, mais il dispose d'une enveloppe globale qu'il souhaite ne pas dépasser et d'une date de livraison approximative. Donc cet exemple paraît tout à fait courant pour celui qui a déjà confronté un tel projet. Et c'est tout à fait légitime que le client ait encore certaines hésitations concernant l'utilisation l'utilisation de certains matériaux, etc. D'accord. Donc cette hésitation est tout à fait légitime. Pourquoi? C'est uniquement en voyant le chalet prendre forme qu'il pourra faire des décisions par la suite. D'accord. Donc comment, dans ces conditions, fournir un planning détaillé de tous les travaux, de toutes les ressources matérielles et humaines, de toutes les fournitures, en sachant qu'au gré des choix du client, la nature même des travaux et des matériaux pourrait évoluer. Donc on ne peut pas, dans ce cas-là, puisque le choix de certains matériaux, le choix de certaines choses pour l'élaboration de ce chalet ne sont pas encore décidés. Donc, on ne peut pas à l'avance déterminer ou bien définir un planning bien détaillé de tous les travaux, de définir un budget définitif ou bien une date de livraison précise. D'accord? Donc c'est exactement le cas dans le développement logiciel. Donc le développement d'un nouveau produit ou d'un nouveau logiciel est confronté aux mêmes conditions. Le chef de projet aura sondé ses consommateurs pour définir son nouveau produit, mais lors de l'organisation, certaines attentes ne pourront être satisfaites en raison qu'un surcoût, par exemple, imprévu ou d'une nouvelle norme incompatible qui apparaît en cours de développement. D'accord? Donc, il est possible que lorsque je lance un projet donné, il est possible que les besoins de l'utilisateur ne soient pas à 100% clairs et précises et explicites. D'accord? Donc, on peut avoir des besoins qui sont encore pas précisés, d'accord? C'est uniquement en voyant le logiciel prendre forme qu'on peut prendre les décisions, d'accord? Donc, de ce fait, on ne peut pas élaborer dès le départ un planning bien structuré, bien complet, d'accord, des travaux, d'accord. Donc c'est pour ça que un autre exemple, par exemple, le site d'un concurrent, par exemple,
faisait apparaître une nouvelle fonctionnalité attrayante, amènera le responsable à faire évoluer son cahier de charges en ajoutant cette nouvelle demande en cours de projet. Donc, je suis dans le développement logiciel, je suis dans la conception par exemple, et puis le client voit qu'un concurrent propose une nouvelle fonctionnalité qui n'a pas été définie dans le cahier des charges initial. Donc, il pourra décider, il pourra contacter l'équipe de développement pour que celle-ci inclut les nouvelles fonctionnalités au projet. D'accord? Donc, alors que dans le modèle, est-ce que dans le modèle en cascade, je suis dans la conception et le client décide d'ajouter une nouvelle fonctionnalité. D'accord? Aussi. Alors, bientôt, je veux avoir notre modèle en cascade, il est un peu considération. Pourquoi? Parce qu'on ne peut pas aller à l'étape de la spécification des besoins. Donc, il faut aller à l'étape de la spécification des besoins pour pouvoir inclure ces nouvelles fonctionnalités. D'accord? Alors que dans le modèle en cascade, ceci n'est pas possible parce que je ne peux pas aller à l'étape de spécification et analyse des besoins puisque je suis dans le codage. D'accord? Donc, ça, c'est l'une des failles de l'approche en cascade. Aussi, cette approche est rigide. Donc, elle est rigide. Pourquoi? Parce que donc, je dois terminer une étape pour aller à une autre étape. Donc, une étape donnée doit se terminer à 100% pour qu'on puisse entamer une autre étape. Donc, ceci peut causer une perte de temps. Pourquoi? Parce qu'il y a des étapes que je peux entreprendre en parallèle. Pourquoi ne pas profiter de ce parallélisme, d'accord, pour gagner du temps? D'accord? Donc, c'est l'un des problèmes de l'approche en cascade, c'est la rigidité. Donc, je dois terminer une activité pour que je puisse passer à l'activité suivante. D'accord? Par exemple, je vais donner cet exemple-là. Donc, ici, donc, par exemple, j'ai un projet à réaliser. D'accord? Donc, lors de la première semaine, j'ai fait un recueil des besoins, des exigences. Ensuite, la deuxième semaine, j'ai analysé ces besoins-là. D'accord? Donc, je rédige un dossier d'analyse. D'accord? Je fais une analyse des besoins. Et puis, troisième étape, c'est qui est la conception. Si par exemple, je suis dans cette étape-là et je découvre des changements par rapport aux exigences. Donc, le client a changé les exigences. Soit il avait une fonctionnalité il veut changer les fonctionnalités données, il veut modifier les fonctionnalités données, ou bien il veut ajouter des fonctionnalités. D'accord. Donc, qu'est-ce que qu'est-ce qui se passe si j'aurais ce problème d'aller vers le rôle précédent? Donc, ça continue aussi dans la phase d'intégration, test, d'accord. Donc là,
donc plus je m'attarde dans dans la découverte de ces changements-là, plus la tâche est compliquée. D'accord? Parce que le modèle en cascade ne me permet pas d'aller à l'étape suivante, ne me permet qu'aller à l'étape précédente. Ce n'est pas possible de d'aller à l'étape que je veux. D'accord? Donc l'approche en cascade est par conséquent rigide, trop rigide, pour permettre des retours en arrière. Elle suppose que l'on fasse bien, tout bien, donc du premier coup. Donc l'analyse spécification des besoins, elle a été faite à 100% et de manière correcte et validée du premier coup. Donc je n'ai pas le droit de commettre des erreurs. D'accord? Parce que la détection d'erreurs est très coûteuse. Donc, la correction d'erreurs est très coûteuse dans cette approche-là. Donc, une décision ou bien une anomalie détectée dans une phase aval de la cascade peuvent remettre en cause partiellement ou totalement les travaux validés précédemment considérés comme définitifs. D'accord? Donc, le principe, c'est que le travail d'une étape donnée est considéré comme définitif. Donc, je n'ai pas le droit de le changer. D'accord? Ce qui est pratiquement cause beaucoup de problèmes. Parce que, en général, donc, on ne peut pas tout faire du premier coup. D'accord? Donc, il y aura certainement des insuffisances. Il y aura certainement des ambiguïtés qui n'ont pas été détectées. D'accord? Il y aura probablement des changements dans les besoins du client. D'accord? Il est souvent nécessaire de revenir aux étapes précédentes lors du développement logiciel. D'accord? Aussi, un autre défaut du modèle en cascade, de l'approche en cascade, c'est l'effet tunnel. L'effet tunnel, ça veut dire quoi? Ça veut dire que un projet qui dure par exemple un an, la phase de recueil des besoins dure par exemple 2 mois, et le client ne voit le résultat que 9 mois plus tard. D'accord? Donc, le client n'est en contact avec l'équipe de développement que dans la phase de la spécification des besoins. Et puis, donc, il n'a plus de contact avec l'équipe de développement qu'après livraison du logiciel. D'accord? Donc, le client se pose les questions suivantes. Donc, que s'est-il passé entre-temps? On ne sait pas trop ce qu'ils font ces informaticiens. Que va-t-il sortir de cette boîte? D'accord? Donc, toutes ces questions donc, sont posées par les clients qui ne savent pas, qui ne savent pas comment le développement a été fait, où en est le projet. D'accord? Donc, la non-transparence des étapes de développement suscite des problèmes sur leur capacité à coopérer. Donc, il n'y a pas de transparence, il n'y a pas d'échange entre l'équipe de développement et les clients et les utilisateurs. Donc, c'est pour ça que les clients restent un peu perplexes. Donc, ils ne peuvent pas bien comprendre les donc, ils ne savent pas. Donc, ils ont donné un projet à réaliser. Donc, ce n'est pas au bout de 9 mois, par exemple, pour un projet qui dure 9 mois, que le client va voir son logiciel. D'accord? Donc, c'est ça l'effet tunnel, ce qui cause aussi une mauvaise communication. D'accord? Puisqu'on ne sait pas, ce n'est qu'à la fin
puisque ce n'est qu'à la fin du projet qu'on voit le projet, donc il y a une mauvaise communication entre l'équipe de développement et le client. Le client n'est pas impliqué dans le développement logiciel. Donc le client le contacte juste pour valider les besoins, d'accord, mais par la suite, est-ce que vous m'entendez? Oui, oui, madame. Oui, je vous entends. Désolée, j'ai un problème de connexion. Très bien. Maintenant, madame. Pardon? Maintenant, Ok, très bien. maintenant, Donc, en résumé, donc, le cycle de vie, donc en cascade, c'est un cycle de vie qui est linéaire, sans aucune évaluation entre les débuts et la fin du projet. D'accord? Même si on l'entend on l'étend, pardon, avec des possibilités de retour en arrière, idéalement limitées à la seule phase qui précède celle remise en cause. On n'a le droit que de revenir à l'étape précédente. Donc, le développement reste fondamentalement linéaire. Donc, c'est un développement qui est linéaire. Donc, on peut pas avoir un parallélisme entre différentes étapes. En particulier, le modèle donc, est fondé sur l'hypothèse souvent irréaliste en pratique que l'on peut dès le départ définir complètement et en détail ce qu'on veut réaliser. Parce qu'en pratique, dans la pratique, donc il est vraiment très rare de savoir à 100% ce qu'on va réaliser. D'accord? Et cette approche-là impose que chaque étape soit faite à 100% pour que on puisse aller à l'étape précédente. D'accord? Et puis, l'élaboration des spécifications est une étape particulièrement critique. Les erreurs de spécification sont généralement détectées au moment des tests, voire même au moment de la livraison du logiciel. Donc, leur correction, nécessite de reprendre toutes les phases du processus. Donc, je suis obligée, pour corriger une erreur détectée lors de la phase des tests ou bien après livraison du logiciel. Donc, je suis obligée de revoir tout le processus permettant de produire le logiciel. D'accord? La vérification du bon fonctionnement du système est réalisée trop tardivement lors de la phase d'intégration. D'accord? Au pire, lors de la mise en production. Donc, la vérification du système, de la correction du système, donc, ce ne fait qu'à la phase d'intégration. Donc, je ne peux pas vérifier le système que lors de l'intégration des différents composants, ou même parfois, ce n'est que lors de la production, c'est-à-dire lors de l'utilisation du logiciel par ses utilisateurs finaux. D'accord? Aussi, le problème principal qu'on rencontre avec l'approche en cascade, c'est la sensibilité aux nouveaux besoins. C'est une approche qui est sensible aux nouveaux besoins. Donc, les besoins des clients sont très rarement stables et clairement définis dès le départ, ce qui implique de refaire tout le procédé. Donc, dès que je mets un changement dans les besoins du client, donc cette approche est très sensible à ça. Donc, elle exige de refaire tout le processus dès le départ. D'accord? Tout le processus de développement doit être refait et revu si les besoins des utilisateurs changent. Ce modèle aussi n'est pas adapté au développement de systèmes dont la spécification est difficile à formuler dès le départ. Donc, si un système dans lequel on n'a pas une maîtrise des besoins, la maîtrise des besoins ne peut pas être parfaite dès le départ, donc ce modèle-là n'est pas approprié, n'est pas applicable, n'est pas adapté. Pourquoi? Parce que
parce que ça nous permet pas il nous permet pas de changer les besoins, de faire des modifications sur les besoins du client. D'accord? Donc, le principe est que une phase ne peut démarrer que si la phase précédente est finie à 100%. Le produit n'est visible qu'à la fin. Donc, on ne voit le logiciel qu'à la fin, qu'après avoir terminé la phase du codage d'intégration. Les risques se déclarent vers la fin aussi. Très faible implication du client, ce qui entraîne des relations conflictuelles, une mauvaise communication. D'accord? Parce qu'il y a donc il y a une mauvaise communication entre les parties prenantes en raison du manque de clarté de la définition des exigences. D'engagement important dans un contexte de profonde incertitude, un désir inévitable de procéder à des changements. Donc le client, bien sûr, donc il ne peut pas définir à 100% ses besoins, donc ses besoins peuvent changer, peuvent évoluer, surtout si les projets, si c'est pour des projets qui vont prendre beaucoup de temps, par exemple 1 an, 2 ans, donc les besoins du client risquent de changer. Et puisque le modèle entrepris ne permet pas de prendre en considération ces changements, donc cela crée des relations conflictuelles entre le client et l'équipe de développement. Quand il faut utiliser cette approche-là en cascade, l'approche en cascade est adaptée pour les petits projets. Pour les petits projets, quand les besoins sont connus et stables. C'est-à-dire, si les besoins sont connus à l'avance et qu'ils sont stables, donc je n'ai pas de changement dans les besoins, je n'ai pas un risque de changer les besoins, donc le modèle est adapté. Pourquoi il est adapté? Parce qu'il est clair, il est bien structuré, il est facile à comprendre. Donc l'équipe de développement, même si elle n'est pas expérimentée, donc il peut facilement comprendre la façon avec laquelle on peut utiliser le modèle en cascade. D'accord? Aussi, il est utilisable pour les projets courts, avec peu de participants. Par exemple, un projet, par exemple, de gestion d'un cabinet médical. Donc, le projet peut durer 1 mois, par exemple, et peut être considéré comme étant un projet court. Donc, peut-être ce modèle-là peut être adapté à ce type de projet. Aussi, il est adapté aux projets dont les risques sont bien délimités dès le début du projet. Donc, on sait tous les risques possibles. Donc, on a une vision sur tous les risques possibles. Donc, au début du projet. D'accord? Aussi, il est utilisable lorsque la technologie à utiliser est maîtrisée. Donc, j'ai une maîtrise de la technologie à utiliser. Donc, l'équipe de développement est suffisamment expérimentée. Donc, elle maîtrise bien la technologie à utiliser. D'accord? Donc, dans ce cas-là, donc, le modèle en cascade peut être utilisé sans problème. Aussi, ce projet-là, cette approche plutôt, est utilisable et adaptée lors de la création d'une nouvelle version d'un produit existant. Enfin, j'ai un produit qui existe déjà, donc je veux créer une nouvelle version à ce projet-là. Donc, je crée soit pour modifier certaines fonctionnalités ou pour ajouter certaines fonctionnalités. D'accord? Donc, le logiciel existe déjà. Donc, je vais juste produire une nouvelle version de ce logiciel-là. Donc, je peux pour cela appliquer le modèle en cascade. Aussi, je peux utiliser cette approche-là lors du portage d'un produit sur une autre plateforme. Par exemple, c'est pour adapter un logiciel qui existe déjà à une nouvelle plateforme. Donc, j'ai juste une activité d'adaptation à entreprendre. Donc, pour cela, pour réaliser cette adaptation, je peux utiliser le modèle en cascade. D'accord?
Donc, comme conclusion, même si ce modèle n'est pas réaliste, d'accord, mais c'est une représentation très simplifiée qui a permis de définir les cadres conceptuels, la définition des différentes phases, la terminologie, d'accord, du développement logiciel. Et ceci aussi facilite la gestion et le suivi des projets. D'accord, ça, donc, c'est concernant le modèle en cascade. Est-ce que vous avez des questions? Maintenant, on passe à un autre type de modèle, qui est le modèle qui est venu juste après le modèle en cascade, qui est le modèle en V. Deux secondes, je vais juste télécharger la présentation. Donc, le modèle en V, c'est une autre façon de présenter une démarche qui reste toujours linéaire, mais qui fait mieux apparaître les produits intermédiaires à des niveaux d'abstraction et de formalité différents. D'accord? Donc, le modèle en V est parcouru, donc je vais vous donner juste donc c'est ça le modèle en V. Donc le modèle en V pardon, est parcouru de gauche à droite en suivant la forme de la lettre V. D'accord? Les activités de construction précèdent les activités de validation et de vérification. Donc, les activités de construction sont analyse, spécification des besoins, conception générale, conception détaillée, codage. D'accord? Les activités de vérification et de validation sont les tests unitaires, les tests d'intégration et la qualification. D'accord? Donc, le modèle, donc, on a cette succession, toujours il y a une succession d'étapes, d'accord? Mais qui est représentée à l'aide de la lettre V, d'accord? En respectant la lettre V. Mais l'acceptation est préparée dès la construction. Cette présentation est
permet de mieux approfondir la construction et de mieux planifier la remontée. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que je peux, par exemple, lors de la phase analyse spécification des besoins, je peux préparer la qualification. Lors de la conception générale, je peux aussi préparer les tests d'intégration. Je ne peux pas préparer totalement les tests d'intégration, mais lorsque je suis dans l'étape de la conception générale, d'accord, dans laquelle je définis l'architecture du logiciel, je découpe mon logiciel en plusieurs modules. Donc, lors de cette étape-là, je peux lancer 30% des tests d'intégration. Donc, 30% des tests d'intégration peuvent être lancés lors de cette étape-là, qui est la conception générale. Donc, il y a en quelque sorte un certain parallélisme entre les différentes étapes, contrairement au modèle en cascade qui ne permettait aucun parallélisme entre les différentes étapes. D'accord? Donc, ce modèle rend explicite le fait que les premières étapes du développement, donc, qui servent à construire le logiciel, doivent préparer les dernières étapes qui font intervenir essentiellement les activités de validation et de vérification. Donc, l'idée de ce modèle, c'est quoi? Et qu'avec la décomposition, la recomposition doit être décrite et que toute description d'un composant est accompagnée des tests, des tests qui permettront de s'assurer qu'il correspond à la description. D'accord? Donc, lorsque je fais une conception détaillée, d'accord, il y a une partie des tests unitaires qui peut être préparée lors de l'étape de la conception détaillée. D'accord? Donc, c'est pour ça. Donc, je peux mener les étapes de construction et les étapes de vérification et de validation en parallèle. D'accord? Donc, c'est pour gagner du temps. Donc, lorsque je suis dans une étape de construction donnée, les étapes de construction sont bien analyse spécification des besoins, conception générale, conception détaillée et codage. Donc, lorsque je suis dans une étape de construction, donc je peux lancer une partie de vérification et de validation. D'accord, je peux lancer ou bien préparer ou bien lancer carrément une partie de ces phases de vérification et d'analyse. D'accord, donc c'est le principe du modèle en V. D'accord. Donc, ceci rend explicite la préparation des dernières phases par les premières. Donc, les dernières phases sont déjà préparées par les premières. Donc, ainsi, donc, ça nous évite d'énoncer des propriétés qui sont impossibles, qui sont pas, qu'on ne peut pas vérifier. D'accord? Donc, lorsque on lance déjà, on prépare lors de la spécification, lors des étapes de construction, lorsqu'on prépare déjà la vérification et la validation, ça nous évite de proposer des propriétés, ça nous évite de proposer des choses qui ne sont pas réalisables, qui ne sont pas vérifiables. D'accord? Madame, Oui. on peut faire le test d'intégration avant le test unitaire. C'est pas qu'on va faire le test. C'est on planifie le test. D'accord? On fait des planifications parce que je sais que
Donc, lors de l'étape de la conception générale, j'ai fait une décomposition de mon logiciel en plusieurs modules. Donc, je peux faire une préparation de l'étape d'intégration, de l'étape de test d'intégration. Donc, donc, je sais donc, je décompose mon logiciel. D'accord, je le décompose. Donc, cette décomposition, à partir de cette décomposition, je peux planifier certains tests d'intégration. D'accord? Donc, je fais une décomposition en A et B, par exemple. Je peux planifier et dire que ce test-là doit être fait sur A et B intégrés. D'accord? Donc, ça nous, l'étape lorsque je suis dans l'étape de conception générale, par exemple, je peux avoir déjà une idée sur comment les tests d'intégration doivent être faits. D'accord? Donc, je peux planifier cette phase-là qui est la phase de test d'intégration. Ou bien, même parfois, j'ai quelques tests que je peux réaliser, d'accord, en parallèle. D'accord? Est-ce que c'est compris? Oui, madame, merci. Je vous en prie. Donc, la présentation du modèle en V tient l'avantage donc, le principal avantage avec cette présentation en V, donc le processus de développement n'est plus réduit à un enchaînement de tâches séquentielles. Alors, ce n'est plus un enchaînement séquentiel d'étapes, mais ce n'est plus un enchaînement, mais je peux bénéficier d'un certain parallélisme. Donc, je peux gagner du temps. D'accord? Par exemple, répondre à une spécification des besoins, je prépare la phase de la qualification. Donc, j'aurai un gain de temps. Je gagnerai en termes de temps. D'accord? Donc, le modèle de cycle de vie en V permet donc d'anticiper sur les phases ultérieures de développement du produit. D'accord? En particulier, le modèle en V permet de commencer plus tôt les plans de test, etc. Maintenant, on passe aux avantages du modèle en V. Donc, premièrement, il y a un bon suivi du projet avec un avancement éclairé et limitation des risques en cascade d'erreurs. Pourquoi? Parce que lorsque je suis dans une étape donnée, d'accord, donc je peux faire un certain nombre de tests, même si c'est pas tous les tests que je peux entreprendre, mais je peux faire un certain nombre de tests, donc ce qui limite le risque d'avoir des erreurs par la suite. Et ce qui évite aussi d'avoir la cascade d'erreurs. L'erreur, par exemple, l'analyse spécification des besoins, on ne la détecte pas, conception, réalisation, etc. Donc, la cascade d'erreurs donc elle est limitée par le modèle en V. Pourquoi? Parce qu'on peut lancer en parallèle des tests qui peuvent détecter certaines erreurs. Aussi, un autre avantage est que chaque livrable doit être testable. D'accord? Donc, si je produis des livrables, chaque étape qui va produire des livrables
Donc ces livrables-là doivent être testables. Donc, cette étape aussi présente l'avantage et qu'elle met l'accent sur les tests et la validation et par conséquent, ça accroît la qualité du logiciel. Donc, on fait beaucoup de tests sur le logiciel, ce qui implique avoir un logiciel de bonne qualité par la suite. Aussi, un autre avantage est que ce modèle-là est facile à planifier dans une gestion de projet. Donc, il est facile à planifier, facile à utiliser, parce que l'enchaînement des étapes est bien clair. D'accord? Donc, c'est bien explicite, c'est bien clair. Donc, l'enchaînement des étapes est bien clarifié dès le départ. Donc, il y a une certaine facilité de planifier un projet donné, d'utiliser cette approche pour développer un logiciel donné. D'accord? Aussi, un autre avantage est que le modèle en V évite d'énoncer une propriété qui n'est pas possible de vérifier objectivement. Pourquoi ça? Parce que pendant chaque étape de construction, j'ai une partie validation et vérification qui est faite. Donc, cette manière de faire les choses évite de lancer une propriété, de lancer quelque chose qui n'est pas réalisable, d'accord, dans le système informatique. Les inconvénients maintenant du modèle en V, c'est que c'est un modèle qui reste toujours séquentiel. D'accord, ce n'est que les tests qui peuvent être ce n'est que les tests qui peuvent être entrepris en parallèle, une partie des tests qui peut être entrepris en parallèle, et donc ça reste encore les étapes de construction qui permettent de construire le projet, donc reste toujours donc avec un enchaînement qui est linéaire, d'accord. Et aussi, un autre inconvénient est que cette approche-là ne gère pas explicitement les changements des spécifications. Donc, même problème que dans l'approche en cascade, lorsque le client change, lorsque les besoins du client changent, donc ces changements ne sont pas gérés de manière explicite à l'aide de ce modèle-là qui est en jeu. En plus, ne contient pas d'activité d'analyse de risque. Donc, il n'y a pas. Donc, lorsque je décide de faire un logiciel donné, donc il faut au préalable étudier les risques qu'on peut rencontrer, les problèmes qu'on peut rencontrer avec ce logiciel, au cours de ce projet-là. Donc, d'accord, c'est ce qu'on appelle l'analyse des risques, d'accord, l'analyse de la gestion des risques. Et là, cette étape-là, qui est l'analyse de la gestion des risques, n'est pas pris en compte dans ce modèle-là, qui est le modèle en deux. Aussi, même problème que dans le modèle en cascade, il y a le problème de vérification trop tardive du bon fonctionnement du système. Pourquoi? Parce qu'on ne teste le système dans sa globalité qu'à la fin du développement logiciel. Maintenant, quand est-ce qu'on peut utiliser ce modèle-là? Donc, le modèle en V est adapté au projet de taille et de complexité moyenne. Quand aussi les besoins sont connus à l'avance et sont stables aussi, parce que ça ne permet pas le modèle HEDA en V est toujours aussi sensible au changement des besoins du client. Il est idéal quand l'analyse et la conception sont claires. Donc, on maîtrise bien l'analyse et la conception du projet. Donc, dans ce cas-là, le modèle est adaptable. Aussi,
aussi, il est utilisable quand les technologies à utiliser sont connues à l'avance. Donc, il y a une maîtrise des technologies à utiliser. Aussi, quand le produit à développer, logiciel à développer, a de très hautes exigences de qualité. Quand j'exige que le produit logiciel soit de très bonne qualité, donc il est préférable d'utiliser ce type de modèle. D'accord? Est-ce que vous avez des questions concernant le modèle en V? Des questions, s'il vous plaît? Vous m'entendez, j'espère. Oui, madame. Ok, très bien. Est-ce que vous avez un créneau qui est libre cette semaine pour qu'on fasse une autre séance de cours pour que la semaine prochaine, on passe directement la modélisation UML? Ok, donc la déléguée, s'il vous plaît, donnez-moi après les créneaux libres cette semaine, d'accord, pour que je puisse vous faire une autre séance de cours pour pouvoir avancer en TD. Donc sur ce, donc je vous libère et à la prochaine, Inch'Allah. Salam alaikum.